Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, le podcast. Cette semaine, j'avais envie d'inviter un ami à moi qui est un peu un spécialiste de l'environnement pour qu'on parle de sa branche à lui. Évidemment, c'est un sujet très très large, mais on va essayer de se concentrer sur ses spécialisations et espérer vous en apprendre un peu sur le sujet. Bonne écoute tout le monde. Bienvenue Daniel. Allô Alex, ça va bien? Ben oui. Marie qu'on sait souvent sur multiples plateformes de podcasts. J'avais envie d'avoir sur mon principal pour un autre sujet. Parce que la première fois, je t'ai apporté pour qu'on parle de loisirs puis de board game. Puis ce coup-ci, je voulais qu'on parle de l'environnement. Le grand mot de l'heure, je trouve, le sujet que tout le monde parle en bien ou en mal. C'est, tu sais, parlez-en en bien ou en mal, l'important c'est qu'on en parle. Ça s'applique bien, je trouvais, à ce sujet-là. Fait que t'étais la personne que je trouvais le mieux placée dans mon entourage pour qu'on en parle, justement. Je crois que oui, je suis une personne qui a... l'environnement m'a tout le temps passionné d'une certaine façon, que ce soit de proche ou de loin. Même, tu sais, ça peut retourner à très, très, très jeune. Je faisais du camping avec mon père, puis j'avais le concept de leave no trace, genre faire du camping sans laisser de traces, et même ramasser les traces que les gens laissaient autour de nous. Donc, je ramassais même des déchets que je pouvais voir dans le bois, dans la nature, parce que j'ai su très rapidement, justement, que l'environnement, c'est un écosystème très, très simple, qui peut être très complexe, en fait, mais qui peut être débalancé très facilement avec des petites choses, là, des images chocs qu'on a souvent vues, là, d'un élastique sur une tortue, ou des animaux qui ont mangé tellement de plastique qu'ils en meurent, puis dans ses intestins que c'est plein de plastique. C'est des images qui m'ont tout le temps marqué, puis m'ont fait quasiment peur dans ma vie, qui a fait en sorte que l'environnement a tout le temps été quelque chose d'important selon moi pour moi. Mais c'est le fun aussi que certains sujets comme l'environnement peuvent devenir des passions, qu'on peut s'imbriquer entièrement dans cette passion-là, parce qu'il y a certaines passions que tu peux juste avoir en sideline, mais tu sais, l'environnement, tu peux sauter là-dessus, en faire comme 100% de ton occupation, si tu veux. J'ai décidé d'en faire ma job. J'ai été étudiant en environnement, justement. J'ai été à l'Université de Sherbrooke à faire le baccalauréat en études de l'environnement, qui est un baccalauréat multidisciplinaire, ce qui fait en sorte qu'autant les gens de sciences humaines que de sciences pures peuvent aller suivre le cours. Donc, là, tu pitches dans le même groupe, un paquet de monde avec des idées complètement différentes, des méthodes de procédés différentes aussi. Je faisais des travaux avec des gens qui étaient en sciences pures, c'est très A, B, C, D, mais on n'a aucune chair autour de l'os. Mais l'os c'est là, puis il est vraiment bien expliqué. Là, souvent, là, c'est là que je rentrais en arrière, puis on pouvait rajouter des beaux mots, des belles phrases, s'assurer que tout coulait mieux, en fait. Ben oui, non, sinon, là, c'est vraiment, ça vient de loin, ça vient de très loin. Puis même, moi, j'ai fait le chemin de Compostelle, puis je parlais tout bonnement avec des gens pour le plaisir. Puis je parlais justement là, les déchets qui sont au sol, qui vont s'en vont à la mer, qui s'en vont à l'océan. Puis autour de moi, les gens ont commencé à ramasser des déchets, même si moi, je le faisais pas. Même si seulement que j'en ai parlé. Fait que c'est quelque chose c'est une discussion que j'ai. Tu dois le savoir aussi. J'en parle un petit peu trop des fois. Non, il n'y a jamais du monde qui parle trop de leur passion. Je pense que c'est une des plus belles choses au monde, parler des passions individuelles. J'aime ça poser une question de nombre au début. J'aimerais ça savoir, dans le cadre de ton travail, là, je sais que tu vas tester des zones pour tester si c'est, dans le fond, propre au travail ou s'il faudrait des conditions pour les travailleurs pour que ça soit sécuritaire à leur santé. Combien de zones tu penses que tu as testé depuis que tu fais ça comme métier? Ben, premièrement, je travaille en hygiène du travail. Je suis pas en environnement officiellement, mais on va en parler un petit peu. L'environnement, c'est tellement large que tout est correct. Majoritairement, je travaille pour une compagnie qui s'appelle Gestion environnementale TRS, mais je fais majoritairement de l'échantillonnage de tout ce qui est contaminant, amiante, plomb, vérification en chantier, silice, etc. Donc, dans les 6 dernières années que j'ai travaillé autant de technicien que maintenant chargé de projet, selon moi, j'ai dû faire au moins minimalement le 500 à 600 les analyses de peu importe quoi, là, d'air, de matériaux, de sol, d'eau, environnemental à l'intérieur d'un bâtiment, seulement me promener avec une machine pour m'assurer que la qualité de l'air est bonne, prendre des moisissures dans l'air. C'est très, très large ce que je peux faire. Mais oui, non, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup, là, parce que
ma job fait en sorte que les gens autour de moi, je m'assure que les gens autour de moi travaillent en sécurité et en santé et se protègent. Moi, souvent, je trouve qu'on a changé la mentalité récemment que on ne vit pas pour travailler maintenant, on travaille pour vivre. Et moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer aux gens, là. Si tu es dans une zone, par exemple, amiante à risque élevé, que tu respires des fibres sans avoir de fil, sans avoir de protection personnelle, tu vas endommager ta santé. Puis c'est pas demain que tu vas avoir des problèmes, ça va être dans 20, 30 ans. C'est là que tu vas commencer à devoir marcher avec des bonbonnes d'oxygène ou autre chose, ce qui peut devenir pas plus jamais le fun, en fait. Ouais, fait que comme on dit, c'est tellement pratique, les gens comme toi qui sont là pour la prévention ou du moins, j'ai éduqué comme mot dans la tête, mais, Éduquer. tu sais, Oui. dire les choses comme ils sont, là. Vous pouvez Oh, continuer à limiter votre chardier comme vous voulez, mais moi, je vous le dis, dans 10-20 ans, vous êtes toutes malades. J'ai fait ben, en les fait, taux, c'est ben trop élevé, j'ai des lois à respecter, mais si la personne il enlève son masque puis il fume dans la zone puis je le vois pas, ben c'est arrivé là. Tu rentres dans une zone amiante puis il y a des cigarettes qui traînent au plancher. C'est comme oh my god. Déjà que tu fumes la cigarette, tu la fumes d'une zone amiante. Tu t'aides pas. c'est comme double trouble. Mhm. Puis justement, là, c'est ce que je voulais amener un peu aujourd'hui, là, plus le concept général autour de qu'est-ce que l'environnement, qu'est-ce que l'être humain fait sur notre planète, qu'est-ce les problématiques générales présentement qu'on peut subir et les conséquences qui peuvent en découler. Je veux pas non plus dire qu'on est tous mauvais, mais on peut tous faire quelque chose pour la santé de notre planète. Ça. Je pense que ça, c'est définitif. On peut tous toujours être meilleur que ce qu'on était Oui, en ce moment. L'objectif, je pense, c'est ça. Le concept évolutif, c'est que dans 1 minute, je vais être meilleur que là, ou que dans 2 jours, je vais être meilleur qu'aujourd'hui. Puis, faut juste, selon moi, délimiter des barèmes sur qu'est-ce qui est meilleur. Parce ben que, oui. par exemple, là, au développement dans là, 100-150 ans, euh, devenir meilleur, c'était de contrôler la nature, c'était d'harnacher la nature pour avoir des ressources, pour développer et protéger tout le côté social de la civilisation et toutes les problématiques économiques qui arrivaient, qui étaient créées avec la nouvelle société. C'est pour ça qu'on a attaqué l'environnement, qu'on a pu détruire la nature en ce sens-là, parce que c'était la solution qu'on avait pour d'autres problématiques qui sont aussi importantes. On s'entend bien. Faire en sorte que les enfants arrêtent de travailler, c'était une bonne chose. Ouais, définitivement. T'en as parlé un peu que une des façons que tu t'es embarqué dans l'environnement, c'est quand tu faisais du camping avec ta famille, tu essayais de faire zéro trace. Y a-tu d'autres choses qui t'ont fait cliquer jeune, que c'était vraiment une passion pour toi? Ou ça passait vraiment d'un hobby, t'aimais ça, puis après ça, c'est Je, lentement devenu une passion? je vais te conter mon histoire de pourquoi j'ai été au baccalauréat en études de l'environnement, puis tu vas pouvoir comprendre justement là, mon procédé que j'ai eu. Donc, comme j'ai dit, j'ai tout le temps quand j'étais jeune, même secondaire, j'avais fait un oral en secondaire sur le réchauffement climatique et les causes justement du réchauffement climatique. Ensuite, quand j'en ai tout le temps parlé autour de moi. J'ai fait le programme Katimavik, que j'en parlais pour tout le temps aussi beaucoup. On a fait beaucoup de compost, beaucoup de recyclage. Tu sais, c'était le début dans ce temps-là. C'est des petites actions qu'on pouvait faire pour développer. Fait que ça a tout le temps été un petit peu autour de moi. Puis j'ai été voir une orientatrice, une orienteuse, une dame qui te permet de savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Et je lui dis justement, tu sais, j'aime un peu l'environnement, j'aime parler aux gens, j'aime tout ce qui est travail social, j'aime aussi autant de la job de terrain que de la job de bureau. Puis là, elle me fait, ah, mais il y a un nouveau baccalauréat à l'Université de Sherbrooke qui commence, qui s'appelle justement le bac en études de l'environnement, qui touche autant de l'économie de l'environnement que de la politique, que de la chimie, que de la bio. J'ai eu un cours de travail d'équipe. Moi, j'aime pouvoir dire avec le bac que j'ai que je peux m'asseoir autour d'une table avec autant un politicien, un chimiste, un biologiste, une personne en communication, prendre tout ce que ces gens-là disent, les rattraper, leur mâcher, puis leur pitcher dans leur propre langage. C'est ce que ce bac-là L'ultime m'a permis en fin de compte de faire. vulgarisateur. Ouais. C'était vraiment quasiment un bac en vulgarisation, là, puis c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, vous expliquer des grands termes scientifiques ou plus complexes dans C'est fun, ça veut dire que les le sciences. parcours scolaire, il est vraiment diversifié dans ce que vous apprenez. Vous avez comme les cours de base de beaucoup de choses en sciences humaines. Oui. Par exemple, là, vu que moi je suis sorti de sciences humaines pour aller à l'université, j'ai eu des cours de rattrapage en chimie puis en biologie. Mais les OK? gens qui étaient en sciences pures ont été obligés d'avoir des cours de rattrapage en psychologie
et en Nice. politique. OK. Non, philosophie, je crois que c'est philosophie, je crois qu'ils ont eu. Donc, non, pas philo, c'est vraiment pas politique. C'est Politique essayer de et vous remettre toutes psychologie. au même Oui, on niveau de se remet tous au même discussion. niveau, c'est ça. Puis ensuite, on rentre. C'est un bac aussi qui a obligé les travaux d'équipe. J'avais 6 cours par session, j'avais 6 travails d'équipe par session avec des gens différents à chaque travail d'équipe. C'est vraiment une approche par projet qui a fait en sorte justement que les mentalités étaient tout le temps différentes. On était obligé de tout le temps clasher avec des gens qui pensaient pas nécessairement comme nous. Euh, que ce soit la manière d'écrire une phrase ou même le visuel final d'un travail qu'on veut remettre. Tu sais, ça clash. Est-ce que tu penses que ça clashait plus que d'autres domaines? Parce que justement, vu qu'ils vous remettent sur un niveau d'égalité, c'est accessible à une grande sphère de personnes, contrairement à Oui. d'autres choses. Et moi, je me souviens que j'ai eu des domaines comme littérature. On était presque tous identiques, là. Je peux comprendre. Oui, je te dirais qu'il y avait sur les 55 qu'on a commencé notre bac, puisqu'en plus j'étais la première cohorte, la première année qui essayait ce cours-là. Sur les 55, moi je dis qu'on avait 55 personnalités différentes. On avait autant des graphistes que des gens qui sortaient d'une technique en santé, sécurité, environnement, hygiène, que des gens qui venaient comme moi de sciences humaines ou de sciences pures, que des gens qui venaient de d'autres bacs, un bac en chimie. Il y a beaucoup de gens qui, justement, selon moi, avec la grande ouverture que l'environnement peut dire, Mhm. parce que tous les postes avant qui étaient dits environnementaux, c'est des biologistes, des écologistes, des chimistes, des gens qui avaient beaucoup fait des sciences, qui faisaient qui prenaient la place, mais qui pas nécessairement, comme je dis, ils pouvaient tout comprendre ce que les gens disent, et ils pouvaient aussi le transmettre à tout le monde, ils pouvaient le vulgariser d'une bonne façon. Euh, donc, c'est pour ça que je crois que le bac que j'ai suivi, c'est un super bon bac qui a permis de classer des gros concepts et de pouvoir ensuite les transmettre relativement facilement à des gens. Là, ce qui est le fun aussi, c'est que peu importe le métier que vous allez faire après, vous avez tout appris une façon de dialoguer Oui. qui vous a remis sur la même plateforme. Fait que quand vous recroisez, parce que vous allez tous travailler dans l'environnement, vous allez finir par vous recroiser dans des départements ou dans des interactions clients, employés ou vice-versa. Puis c'est là que tu te rends compte que c'est tellement pratique quand le dialogue est clair entre des départements. Ou même quand je peux comprendre que quelqu'un ne comprend pas, puis je peux lui amener le sujet d'une autre façon. Souvent, moi, j'arrive, il y a ce qui s'appelle là, le changement puis la résistance au changement. Si tu emportes un sujet qui peut causer des coûts, causer du temps, peut être long comme développement, ça peut souvent restreindre les gens à vouloir développer ce sujet-là ou même aller plus loin. Par exemple, encore une fois, je reviens avec l'amiante. Je peux doubler, tripler des fois des coûts de chantier parce qu'on vient de découvrir de l'amiante dans un endroit. Donc, ça crée une résistance tout le temps. C'est ça que j'aime. Moi, j'aime ramollir, combattre, essayer de faire en sorte que les gens comprennent la problématique. Le combat entre je veux faire plus d'argent que mon chantier ou moi je veux sauver tes employés. Moi, j'ai tout le temps dit que je vais être content lorsque j'aurai plus de job. Ouais, définitivement. C'est mon but dans la vie, là. Ça va être impossible, je le sais déjà. Mais c'est comme les Mais, policiers, pompiers, tous ces jobs-là. Tu sais, oui. avocat, en théorie, tu gagnes la journée que ton travail existe plus. Mhm, mhm. Mais c'est le but. Puis je crois que c'est tranquillement pas vite en parlant. Puis en fait, en réaliser aux gens autour de nous que des petites actions, des petites choses peuvent faire en sorte que parce que toutes les interactions qu'on a autour de nous ont un impact quelconque sur euh, tout ce qui est autour de nous, en fin de compte. Que ce soit se déplacer, tuer une mouche, ça veut dire que la mouche ne pourra pas se faire manger par un oiseau, par exemple. C'est une chaîne qu'il faut tout le temps penser. C'est des petites choses qui m'ont tout le temps intéressé. Là. C'est comme un grand tout qui fonctionne ensemble. Puis là, on vient de pitcher l'être humain dans tout ça. Puis on voit maintenant les vagues. Ah, je voyais ça comme moi, que la Terre avant, là, c'était une partie de Genja. Puis OK? l'humain fait juste enlever des cubes de moins en moins habilement avec le temps. C'est tellement vrai. J'aime ça comme métaphore. Ah, puis des fois, il y a quelqu'un qui accroche tout, puis ouf! Oh my god! Tout recommence. Mais il y a des gens, Tapez-la! mais au moins, il y a des gens maintenant autour qui mettent à deux mains puis essayent de retenir tout pour pas que ça s'écroule. Parce qu'ils voient qu'il y a une problématique, puis ils voient qu'on peut faire quelque chose en groupe, en communauté pour développer tout ça.
définitivement. Je me demandais, là, pour terminer ton parcours scolaire, c'était quoi ton talon d'Achille, justement, de ce mélange? Comme tu viens d'un sciences humaines, y avait-tu un cours, t'étais comme, ah, ça, c'était vraiment opposé? J'ai haï mon cours de statistiques environnementales J'adore tellement et ça, moi, les d'écologie. stats! C'est terrible! Moi, le concept d'utiliser un chiffre, lui faire changer sa tournure, puis que ça dise complètement quelque chose d'autre, mais come on, là. C'est des graphiques qui veulent rien dire, je n'ai vu, là, pis c'est pas supposé rien dire, un graphique. C'est supposé tout être clair, simple, il y a un problème voici le problème sur la ligne avec la courbe. C'est pas, OK, comparé à l'autre et à l'émission de l'autre, en sous-entendant que... Non. Mais ça a été une de mes grosses problématiques. Tous les chiffres, ça l'arrête à... Mon test, il dit que c'est 60%, c'est 60%. Voilà, je l'ai. J'aime ça. J'ai passé juste ça. Ça vient avec ce que tu disais au début que dans tes travails, tu t'aimais ça mettre la chaise sur l'os, mais que le squelette t'intéressait moins. Ça revient à ça, j'aime ça. T'as parlé un peu de comment l'humain a traité l'environnement sur le temps. Est-ce que tu veux qu'on parte de... Avant juste ça, je veux juste établir 2-3 petits faits pour qu'on puisse se comprendre, parce que je vais les ramener probablement plus souvent. Je vais commencer que... Alex, c'est quoi l'environnement? L'environnement, là, tant qu'à moi, c'est la gestion de tout ce qui nous entoure qui n'est pas l'humain. OK. Oui et non. L'environnement, en fin de compte, c'est tout ce qui est... Là, je vais sortir des grands termes. Tout ce qui est biotique et abiotique autour de nous. Donc, tout ce qui est vivant, biotique, et abiotique, non vivant. Donc, tout ce qui est vivant, les plantes, nous, l'air, les micro-organismes qui servent à la décomposition. Tout ce qui est vraiment vivant, et ce qui est abiotique, l'air, le sol, une roche, quelque chose qui est mort, le verre que j'ai, l'eau que j'ai. Oui, il y a quelque chose de vivant dans l'eau, mais l'eau en tant que telle n'est pas vivante. Donc, c'est tout ça, vraiment ça de l'environnement. Fait que c'est tout ce qui nous entoure et tous les organismes vivants qui nous entourent. Et relié à ça, tu as le concept d'écosystème, en fin de compte, qui est les interactions entre tout ce qui est vivant et non vivant entre nous. Tu as amené justement là, le point que l'être humain, on est rentré, puis moi je l'ai amené, là, l'être humain, on est comme rentré dans le cycle, dans le cercle, puis on joue maintenant au Jenga avec la planète. On rentre en fin de compte dans l'écosystème de la planète et on le change de nous. Tu sais, par exemple, on peut tout le temps penser là, parce qu'il y a des écosystèmes naturels, fait qu'une plante, un lac sont normales, mais tu as aussi des écosystèmes transformés, par exemple un champ agricole, c'est un écosystème en soi, donc il y a des plantes, il y a un sol, il y a des micro-organismes dans le sol, on met des pesticides pour empêcher les insectes de venir. Et ça, c'est un écosystème qui est recréé. Puis la problématique, souvent, ça va être le clash entre les deux. Et c'est là que, présentement, on vient de rentrer dans une nouvelle ère géologique, savais-tu? Ça s'appelle l'Anthropocène. J'aime le mot. Oui, c'est l'époque de l'histoire de la Terre, par contre, qui est... c'est des événements géologiques qui ont été produits par l'être humain qui ont donné une incidence, une incidence globale significative sur l'écosystème de la Terre. Donc, l'être humain, par ses actions, par ses décisions, a pris des choix qui ont eu un effet sur l'écosystème de la planète. Et on peut maintenant le calculer et on le sait que l'homme a causé certaines problématiques. Donc, c'est pour ça que maintenant, on est rendu dans l'ère anthropocène. J'aurais dû regarder avant c'est quoi la dernière ère, mais en tout cas. Et souvent, on peut vraiment voir à partir du début du 19e siècle, donc début de l'ère industrielle, c'est là qu'on voit vraiment là, la hausse de l'utilisation des ressources naturelles, de l'utilisation des combustibles fossiles pour les trains à vapeur, pour pas ça le développement des machines, des moteurs à essence. Mais tout ça vient vraiment de la tentative de l'être humain de vouloir régler des problèmes, comme je t'avais dit au début, de vouloir régler des problèmes économiques, des problèmes sociaux du moment présent, dans le temps. Donc, on développait le concept que justement l'être humain pouvait prendre des décisions, on pouvait tous vivre de plus en plus chacun chez soi, on pouvait tous avoir notre propre chez soi justement.
Mais tout ça a un coût économique, un coût social, fait en sorte que certaines personnes n'ont pas les mêmes emplois, doivent aller justement recueillir de la roche, aller chercher du pétrole, aller chercher du charbon. Il y en a des gens qui le transforment, puis il y a des gens en haut qui en profitent, on s'entend bien. Donc, même le côté économique, mais en même temps, il faut que la personne en haut qui en profite, s'il en profite pas, c'est là qu'il peut pas redonner au reste de la société. C'est pour ça que l'Anthropocène est arrivé, c'est vraiment l'exploitation des ressources naturelles au profit de l'être humain. Avec toutes les problématiques qui viennent avec ça. Entre autres, l'ère industrielle, ce qu'elle a apporté, c'est la production de masse, la surconsommation. Le concept vraiment, là, the American way of life. Je veux un char, je veux une maison, je veux ma TV, je veux mon frigidaire, je veux mon four, je veux mon petit terrain vert avec mon gazon, puis je veux passer ma tondeuse dessus à tous les dimanches. C'est vraiment, justement, encore une fois, le problème du social que les gens voulaient vraiment avoir tout le confort que présentement on a, parce qu'on aime ça, on aime le confort. L'être humain est un être qui adore, qui n'aime pas le changement, en fait, qui n'aime pas se confronter à des problématiques. Mais donc tout le concept de surconsommation, en plus, a été apporté vraiment par les hauts dirigeants que je parlais, les gens qui voulaient faire encore plus d'argent, qui voulaient développer encore plus l'économie. Donc toutes les grandes corporations qui mettent vraiment beaucoup de pression sur des concepts de vente et d'achat, et qui ont même, à certains points, attaqué des autres concepts qui étaient déjà du super bon transport en commun. Par exemple, le tramway a disparu à Montréal parce que des grosses compagnies ont voulu vendre les autos. S'il y a un tramway, les gens vont prendre le transport en commun, donc ils ne vont pas prendre leur auto. Mais tout ça entraîne une consommation d'énergie, que ce soit du pétrole dans ton auto, du charbon pour chauffer, pour faire de l'électricité ou chauffer notre maison, ou que ce soit même c'est ça, la production avec compte d'énergie, que ce soit justement calorifique avec les combustions ou même électriques. On est chanceux au Québec parce qu'on a l'hydroélectricité, même si, encore une fois, on a inondé des kilomètres et des kilomètres de secteurs pour pouvoir avoir des grands bassins d'eau, en fin de compte, mais pour produire de l'électricité qui est dite verte et renouvelable. Parce que l'eau sur Terre, je parle pas d'eau potable, l'eau sur Terre, elle disparaîtra pas. À moins qu'on perde la couche atmosphérique qui nous protège, elle disparaîtra jamais. Parce qu'il y en a tellement comparé à de la zone terrestre. C'est 70% de la planète est composée d'eau. Donc, c'est pour ça que je parle de ressources renouvelables. Mais, donc, je vais revenir un petit peu. Toute la consommation d'énergie a souvent été produite au début de l'ère industrielle avec le charbon et développée de plus en plus avec les moteurs à essence et les moteurs à diesel. Donc, tout ce qui est moteur à combustion. Dès qu'on parle de combustion moi, je pourrais peut-être faire une petite parenthèse. Depuis le début de la Terre, en fin de compte, initialement, on avait des grandes forêts qui ont été soit recouvertes par de l'eau ou détruites par peu importe quelle raison. Puis, tranquillement, pas vite, a créé des couches sur la Terre de roches et qui a créé tout ce qui est justement nos combustibles fossiles ou les sables bitumineux de l'Ouest canadien. C'est des anciennes forêts qui a créé tout ça. C'est du carbone qui est devenu en forme minérale que nous, on extrait pour recréer de la chaleur, recréer de l'énergie. Mais en créant cette énergie-là, en créant la chaleur, en brûlant ces combustibles-là, ces produits, on émet majoritairement, des CO2, mais ça peut être autant du soufre, du méthane ou n'importe quel autre gaz qu'on dit gaz à effet de serre, qu'on émet dans l'air, enfin dans l'atmosphère, qui fait en sorte qu'on augmente les quantités des gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre, je vais y aller très rapidement, il y a un concept scientifique qui s'appelle l'albédo, qui fait que le rayon du soleil, quand il rentre à notre Terre, il y a une couche, il y a encore une fois l'atmosphère qui est autour de notre planète. Ça va rentrer à l'intérieur. Il y a une partie qui va être absorbée par la planète. Il y a une partie qui va être reflétée. Une partie de ce qui est reflété, normalement, sort et repart dans l'espace. Mais présentement, si on rajoute des gaz à effet de serre, ce que ça fait comme une vraie serre, ça va faire en sorte que le rayon entre, rebondit, mais rebondit encore sur la Terre et vient réchauffer encore une fois la planète. Donc, le même rayon qui normalement pouvait partir, on va dire 50%, va revenir faire un autre 50% qui est le 25, 12, etc. Donc, il reste emprisonné sur la Terre, qui fait en sorte que les températures peuvent augmenter.
Ça, c'est un procédé qu'on sait là, depuis très, très, très longtemps. C'est même 1889, Wow. vraiment au début de l'ère industrielle, qu'on a vu l'impact du dioxyde de carbone avec l'effet sur le climat et le concept d'effet de serre. Fait que c'est vraiment au début de l'ère industrielle. On savait qu'on allait créer le problème, mais on l'a accepté parce qu'on avait d'autres problématiques sociales et économiques qu'il fallait que soient réglées dans l'évolution de l'être humain dit moderne, là, avec le concept de capitalisme qui vient avec. Désolé. Non, c'est aucun problème. Fait que l'ère industrielle, ce serait vraiment le moment où on a commencé à jouer à Jenga. Fait qu'avant ça, Oui, on faisait on mais troublait un peu, mais pas assez à grand très spectre. localisé. Par exemple, une tribu, les premières tribus humaines avaient des déchets, avaient des problématiques, mais pitcher en bas de la falaise, ça faisait un tas dans le bas, puis il y avait assez de micro-organismes autour ou d'animaux pour venir transformer tout ça et le remettre en terre ou en peu importe, Sinon, ça devait être de la wood. relocation. Tu sais, ils devaient prendre des C'est choses ça. qui n'est pas censées exister à quelque part, la porter ailleurs, puis changer un peu la balance comme ça. Ouais. Mais c'est vraiment là qu'on a commencé à doubler rapidement de population humaine, qui fait en sorte qu'on a besoin de plus de ressources, qui fait en sorte qu'on a besoin de plus consommer, de plus produire, de plus de ressources, de plus de consommer, de plus produire. Fait que quand une des valeurs mondiales principales est devenue la productivité. Parce qu'il Ouais, y a longtemps, c'était pas le cas. Là. À l'époque médiévale, c'était pas nécessairement la c'est survivre, productivité. Là. C'était c'est la ça. survie. On survit. Y a trop de monde qui ont l'alerte? Non, on est correct. Puis là, on est rentré dans l'époque où il faut produire. Faut produire. Faut qu'on ait même des surplus au cas où Mhm. quelqu'un qu'on n'avait pas prévu veut acheter Arrive, notre oui. produit. Puis on le voit en plus, là, quand il y a des imprévus, ça peut débalancer une planète au complet avec, exemple, la super pandémie, là, une petite chose, mais très grand, là, mais un petit changement débalance un système au complet, débalance l'écosystème d'une société, en fait. Euh, donc, depuis le début de l'ère industrielle, je vais parler un petit peu de chiffres. Il y a des gens que je vais perdre des gens, là, mais je vais parler de ppm, de parties par million de CO2 dans l'air. Une partie par million, en fait compte, c'est 1 pour 1 million. Donc, on peut dire, dans 1 litre d'atmosphère d'air, il contient normalement en moyenne 0,4 millilitres de dioxyde de carbone. Puis là, ça s'ajoute, c'est souvent les premières valeurs qu'on a depuis le début de l'ère industrielle, c'était le 3,8 millilitres dans 1 litre, donc 380 ppm. Et présentement, on est rendu à 415 à 420 ppm dans l'air. Donc, on a augmenté d'un ratio très, très grand. On a passé de un petit verre, une goutte, en fait, compte, à 5 gouttes, à peu près, de CO2, ce qui fait en sorte que, comme je vous rappelle, l'effet albédo fait en sorte qu'il y a il y a plus de rayons qui sont à l'intérieur de la planète, qui fait en sorte qu'elle se réchauffe. J'aime vraiment pas utiliser le terme réchauffement climatique, parce que, oui, c'est vrai qu'il y a un réchauffement global de la planète, mais c'est plus des changements climatiques, parce qu'il y a certains secteurs, la température descend, certains secteurs, la température augmente. C'est vraiment des concepts un peu plus poussés que je l'ai à expliquer des fois. Mais ce qui arrive, en fait, c'est que en modifiant un petit peu les températures, on modifie les cycles normaux des vents sur la planète. Si on change les températures de l'océan, présentement, c'est l'océan, il y a des courants marins dans l'océan qui gèrent tout ce qui est les mouvements d'air sur la planète. Et si on débalance un petit peu ces températures-là, que ce soit sur la Terre ou dans l'eau, ça fait en sorte que les cycles, avant qu'ils étaient très serrés, deviennent de plus en plus longs. Donc, c'est pour ça qu'on a des périodes de chaleur extrême plus longues ou même de froid extrême. Là, on parle beaucoup, là, un vortex polaire est arrivé cet hiver et a resté pendant une semaine. Mais normalement, il restait 3-4 jours. Il reste une semaine. Puis à l'inverse aussi, on a présentement une canicule en juin. C'est quand même... On bat des records de température depuis les 10 dernières années à chaque année. C'est quand même assez fou quand on y pense. Donc, pour revenir, là, la vraie cause des changements climatiques, c'est vraiment que l'être humain, dans son développement, dans son évolution sociale, dans son évolution de lui-même, a utilisé les ressources, a utilisé
ce qui était disponible à lui pour développer au niveau économique, pour s'enrichir, pour devenir meilleur, et aussi pour permettre à la société de croître. Donc, augmentation de tout ce qui est la production des CO2, production. Donc, j'utilise mon auto, je suis tout seul dans mon auto à tous les jours, quasiment. Quand je vais faire mes échantillonnages, je suis tout seul dans mon auto. Et ensuite, toute l'utilisation des combustibles fossiles. Il y a aussi un autre concept qui est l'utilisation du bois, donc la déforestation. Longtemps, on a utilisé des grandes forêts pour construire. Si on regarde en Europe, présentement, ils n'ont presque plus de forêts. Ils ont été majoritairement coupés pour construire, produire, faire du charbon de bois, faire de l'énergie, faire des maisons, développer. Et la problématique qu'ont des forêts, qui ont fait de la déforestation, l'arbre, en fin de compte, vous savez sûrement, majoritairement, c'est le poumon de la planète. Ce qui fait en sorte que l'arbre, lui, respire le jour, il prend le CO2, il émet de l'oxygène, Si on enlève l'arbre, ça veut dire qu'on peut moins transformer ce CO2-là. Ce qui fait en sorte qu'il peut encore une fois plus augmenter dans l'air. Donc, si on brûle des forêts amazoniennes, on prend le CO2 que l'arbre a capté, le carbone que l'arbre a capté, et on le rejette dans l'air en plus. Donc, on vient de détruire ce que l'arbre fait pour nous aider, parce qu'on vient de le brûler pour construire, pour produire ces merveilleuses plantes de soya qui nous servent à faire du tofu ou d'autres choses, et ou du maïs, et ou n'importe quoi. On a besoin d'espace, l'être humain s'étale en tous les sens du mot et partout, veut avoir plus tout le temps, donc c'est ce qui souvent amène des problématiques. C'est pour ça que l'humain, il faudrait qu'il comprenne de trouver des façons viables de grandir les cités vers le haut. C'est comme on arrête de faire les choses horizontalement. C'est quand vous avez réalisé qu'on n'a plus de place. Il y avait un projet, je pense, il y a 10 ans, il faisait une ville d'1 kilomètre de haut. Je sais pas s'il travaille encore sur ces plans-là, si c'est faisable, mais c'était comme un carré d'1 kilomètre par 1 kilomètre qui montait aussi d'1 kilomètre. Pour regarder. Mais j'aime ça, j'aime le concept que tu peux utiliser avec ça tout l'espace, tu peux vraiment planifier aussi. Mais il y a beaucoup aussi des beaux concepts que j'adore, d'éco-quartier, puis j'en ai travaillé aussi beaucoup là, à l'université, fait que ça devait être un concept que ça, d'utiliser le plus possible ton espace pour pas nécessairement juste mettre tout le monde à la même place, mais rentabiliser les déplacements. Si on voit maintenant des nouveaux quartiers, que c'est seulement des quartiers de maisons, il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas d'épicerie proche. Il faut que tu prennes ton auto pour partir. Fait qu'encore une fois, c'est le développement économique qui a obligé que les gens voulaient s'éloigner de la ville, souvent créer des banlieues, mais ils étaient obligés de toute façon prendre leur auto. Donc, on va tout le temps à l'épicerie en auto. Et souvent, des concepts d'éco-quartier réduisent ça, enlèvent le devoir d'utiliser son auto, ou il y a un transport collectif structurant qui a déjà été pensé, qui permet en fin de compte de se déplacer tout autour de la ville, du secteur, du quartier. De toute façon, c'est tellement le fun d'aller au dépanneur à pied. Je comprends pas pourquoi tu voudrais prendre ton char pour aller au dépanneur, là. Et même planifier où tu habites. Moi, ça a l'air fou. J'habite à 10 minutes d'où je travaille. J'ai décidé volontairement de me déménager proche de mon emploi pour, quand je peux, ne pas aller au travail en auto. C'est super le fun. Puis de toute façon, c'est aussi rapide. Je paye pas de gaz. Puis je brise pas mon auto. Payer pas de gaz, je pense, c'est le meilleur argument. Surtout à grande à coller les 40. Toujours en train de monter. Donc, toutes les causes, en fin de compte, du réchauffement climatique, donc l'utilisation l'émission des CO2, l'utilisation des combustibles fossiles, la déforestation, entraînent des conséquences qui sont graves et qui affectent négativement la planète, ses habitants, donc tout l'écosystème. Et aussi, on parlait initialement d'écosystème. Quand on enlève une partie d'un écosystème, on peut détruire une chaîne au complet. S'il n'y a plus d'abeilles à l'extérieur, il n'y aura pas de plantes qui vont se faire butiner. Il va y avoir d'autres insectes butineurs, mais majoritairement, c'est les abeilles. Les abeilles ne butinent plus, on ne crée plus de plantes, les plantes ne se reproduisent plus, on n'a plus de fruits, plus de légumes. C'est une cause directe d'un changement qui peut arriver. Souvent, c'est pas nécessairement le réchauffement climatique que tue les abeilles, là, c'est d'autres problématiques, mais je voulais juste amener le concept que quand on enlève une chaîne, un maillon dans une chaîne, la chaîne ne tient plus. Ou quand même, quand on affaiblit un maillon dans une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons. Donc, quand on commence à avoir des impacts,
il y a des conséquences qui sont tout le temps à venir, qui sont à venir, en fin de compte. Majoritairement, on en a parlé aussi un peu. Ça va être une instabilité de température et des précipitations. Il va y avoir des changements de ce que normalement était. Souvent, et c'est pas nécessairement vrai non plus ce que je dis, ça dépend vraiment des secteurs. Les endroits qui sont plus chauds peuvent devenir plus chauds ou peuvent devenir plus froids. Les endroits humides peuvent devenir encore plus humides ou encore peuvent devenir des déserts. Des déserts peuvent redevenir humides aussi. C'est un concept qui peut être particulier. Donc, tout peut vraiment changer. Puis surtout dans des endroits comme nous, on va le voir directement parce qu'on a 4 saisons. On voit les 4 saisons. En ce moment, Dans on en a 20, 2. 30 ans, on n'en aura plus 4 saisons. C'est Non. certain ça va être froid Chaud. et pluie, selon moi. Pluie et chaud ou froid avec neige. Ouais, avec la neige. D'autres On le voit déjà, conséquences. notre printemps et notre automne deviennent de plus en plus courts. Mhm. Tu sais, moi, Là, on est j'adorais l'été présentement. porter des vestes. Là. Ouais, on a l'été en température. Là. J'étais un fan de vestes. J'en porte plus. Ça fait genre 4 ans que je trouve que j'ai pas d'occasion de porter une veste où ça dure 2 semaines. Genre, oh yeah! Il fait genre 12, t'en profites! Puis là, 2 semaines après, il fait 28. Là, t'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, il fait 4. Le lendemain, il fait 4. Le lendemain, il neige. Tu sors, tu grappes ton char. C'est des choses qui vont, selon moi, arriver aussi, là, des grandes problématiques. Juste faire un petit aparté, ça a l'air niaiseux. J'étais très, très, très négatif. Là. Je te parlais qu'en secondaire, j'avais fait un oral sur le réchauffement climatique. Là, 15 ans, je disais que dans 15 ans, si on n'a rien fait, dans un autre 15 ans, on est fait. Moi, je disais qu'on c'est un peu plus long que ça. Tu sais, comme quand ils parlent encore, je pense qu'il y a des gens qui font mal la distinction, mais quand on dit, mettons, qu'il faut vraiment faire des changements majeurs parce que bientôt on va dépasser un cap, c'est pas que quand on dépasse ce cap-là, c'est Armageddon, là. C'est quand on dépasse ce cap-là, on peut pas revenir à avant. C'est ça. Parce que là, présentement, je crois qu'on est rendu à 1 degré d'augmentation de température. Ah, on est vraiment proche. 1.5 ou 1.5. C'est le 1.5, 2 degrés, c'est la limite qu'il faudrait pas dépasser, parce que après ça, c'est juste une roue qui vient de partir. On vient de pousser la roche en bas d'une montagne, puis l'avalanche va démarrer. C'est contrôler ça, parce que je crois qu'on a encore une chance. Je suis moins négatif que j'étais avant. Je suis beaucoup plus optimiste dans l'avenir de la vie humaine sur la Terre. Mais si on fait rien quand même, il va y avoir d'autres conséquences. Autant pour la vie des hommes, la vie des animaux. Un autre des gros points qui on va retourner à tout de manger des patates, là. C'est ça, c'est pas qu'elle finisse de même. Parce que des changements de température font souvent en sorte que des insectes ou des animaux migrent, se déplacent, suivent les températures. Donc, et pas nécessairement le prédateur suit, ce qui fait en sorte que des champs peuvent être ravagés par des insectes normalement qu'on n'avait pas. Exemple très simple, la maladie de Lyme n'existait pas au Québec avant. Maintenant, on est pris avec le problème. Parce que la tique ne survivait pas avec nos conditions avant, mais maintenant, elle survit avec les conditions. Il va sûrement avoir des jours des cas de malaria au nord des États-Unis. C'est des problématiques qui vont arriver. Ah, puis c'est un autre exemple de même, on commence de plus en plus à avoir des tornades. T'sais, avant, là, t'en entendais jamais parler. Une tornade au Québec, là, une fois par 50 ans. Puis si elle est tellement minuscule que tu peux aller marcher puis passer au travail. Mais oui, et la fréquence de ces problématiques-là vont arriver de plus en plus et l'intensité des problématiques. Si on regarde, les ouragans sont de plus en plus nombreux et sont de plus en plus ravageurs. Quand c'est rendu que tu dépasses l'alphabet, faut que tu donnes des noms grecs aux ouragans, là. Calique. Ou quand on est en train de calculer que bientôt les ouragans vont être de classe 6, qui n'existent pas. Donc ça, c'est des vents de 6 à 600 km/h. Ça l'arrache des maisons, là. Ça l'arrache des vies. Là. C'est des impacts directs sur la vie. Un autre, on en parle un peu, je trouve qu'il est de moins en moins parlé. Je sais pas vraiment pourquoi, mais c'est dans le monde scientifique, on dirait qu'on l'a oublié, le concept de fonte des glaces. On a présentement des grandes masses de glace. Souvent, on pense au Groenland, on pense à l'Arctique, puis on pense à l'Antarctique. Du Canada, là, il y en a plein aussi. C'est ça. Mais souvent, ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a tous les glaciers alpins, en fin de compte, continentaux alpins, l'Himalaya,
C'est les vrai. Alpes. C'est toutes présentement des grosses masses de glace, d'eau fraîche, d'eau douce, qui alimentent en eau la plus grande partie de la population. Je crois que c'est le tiers de la population humaine présentement qui est alimentée en eau potable par la fonte des glaces. L'Inde, majoritairement, principalement, se fait donner son eau potable par la fonte de l'Himalaya. Si l'Himalaya fond au complet, on perd l'eau. Donc, il y a des gens qui vont devoir changer la méthode pour s'approvisionner en eau parce qu'ils n'ont plus leur source d'eau naturelle qui vient d'une fonte de glace, par exemple. Un autre des problématiques est relié avec la conséquence de la fonte des glaces, qui est quand même assez simple, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Récemment, il y a des îles qui commencent déjà à avoir des problématiques d'érosion des berges parce que l'eau commence déjà à augmenter un petit peu et ça va être une problématique, on le sait déjà, qui va frapper l'être humain plus tard, puis relativement rapidement, si justement on continue à pas faire attention puis on dépasse les caps de température qui sont déjà émises par la communauté scientifique. T'sais, même au Québec, on Et- en a, là. Moi, entre autres, j'aime bien les îles de la Madeleine. Puis c'est des Mhm. petites îles. Puis Oui. c'est sûr que, mettons, 200 ans, là, il reste plus grand-chose. Non, il ne restera plus grand-chose. Toutes les îles, imaginez toutes les îles du Pacifique, l'Indonésie. C'est des îles qui souvent sont très, très, très proches du niveau de l'eau. Ils n'ont pas beaucoup d'élévation. C'est pas une ancienne montagne. C'est un dépôt. On sait, mais je ne sais pas pourquoi c'est là. Qui vont faire en sorte il y a beaucoup de populations qui vont devoir être relocalisées. On peut même penser là, à des villes. Quelle grande ville n'est pas proche d'un cours d'eau ou proche de la mer? Majorité. Des villes comme New York, Londres, Delhi. À cause de l'industrialisation, quand tu l'as dit, une des meilleures façons de transporter dans le temps, c'était les harbors, c'était les bateaux. C'est encore le cas, là, une majorité de la marchandise mondiale se transmet encore en bateau. Très grande majorité de la marchandise mondiale. Donc, il y a beaucoup des places, par exemple, aux Pays-Bas, ils ont des grandes digues pour empêcher le niveau, parce que le Pays-Bas est plus beau du niveau de la mer que l'océan. Donc, présentement, ils ont déjà des digues pour empêcher l'eau d'entrer. Mais si le niveau de la mer continue à augmenter, il va falloir... Construisez, guys! Construisez! C'est ça, on remonte les digues, on défait tout. Mais ça va être applicable à la majorité des grandes villes au monde. Donc, il va y avoir des relocalisations de gens en masse. Puis il va y avoir un gros problématique, là, c'est les réfugiés climatiques qu'on appelle. On les met tous sur le bouclier canadien. Mais c'est une bonne place, le bouclier canadien, quand même. On est très surélevé, c'est un sol ligné dur, il n'y a pas de mouvement géologique dans ce secteur-là. L'eau ne pas jusque-là, en c'est Puis il y a de l'eau potable en plus. Donc oui, l'élévation du niveau de la mer, il y a vraiment, à terme, il y a des zones importantes des continents qui vont être inondés si on ne fait pas attention. Puis un autre point qui est, selon moi, quand j'ai pensé à ça, ça m'a vraiment marqué. Tu as une plaque de glace blanche. On parle encore une fois du rayon de la Terre qui rentre. Quand il frappe la plaque de glace blanche, le rayon va avoir beaucoup plus tendance à être rejeté vers l'extérieur, étant donné qu'il n'est pas absorbé par le blanc. Mais si on fait fondre cette glace-là, ça tombe soit l'océan ou une plaque de terre. Ça fait en sorte que la chaleur est absorbée et n'est plus reflétée. Donc, on vient encore une fois de rajouter quelque chose dans la roue de l'engrenage du réchauffement climatique. C'est pour ça que c'est beaucoup de choses qui fonctionnent toutes ensemble, qui peut être facilement débalançable et pouvoir créer des problématiques à long terme. Et un autre concept avec la forme des glaciers, la glace quand en fond, l'eau elle va couler avec la gravité par le bas. Il va souvent aller vers le dessous du glacier, qui fait en sorte qu'il y a comme une couche de lubrifiant qui se crée entre le glacier et la terre, qui fait en sorte que les glaciers fondent et se déplacent vers la mer de plus en plus vite. J'avais vu une image... Ça m'a fait des rails. Des rails gratos! Ouais. Mais parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que quand ton glacier est de la mer, tu as le sol, et sur le sol, il est stable. Mais s'il commence à se déplacer sur l'eau, il se déplace, il devient instable, et lorsque son poids est trop lourd, il casse, et on crée des icebergs. Et c'est là que quand il casse, il va tomber dans l'eau, puis ça va faire une élévation du niveau de la mer. Je veux amener le petit point là, de l'Arctique. L'Arctique, présentement, c'est un gros iceberg. Ça flotte sur ben, ils flottent quand ils font pas, puisque ça fait 2 années qu'ils ont fondu au complet pour une journée.
ça me fait peur. Mais l'article il est déjà sur l'eau, qui fait en sorte que lui, quand il fond, il ne changera pas le niveau de la mer. Un truc simple que vous pouvez faire à la maison, prenez un verre d'eau, remplissez-le par exemple à la moitié, mettez des glaçons jusqu'à temps que le glaçon il dépasse de votre verre d'eau. Lui, quand il va fondre, il va rajouter de l'eau dans votre verre d'eau. Mais si vous prenez un verre et que vous mettez un glaçon qui fait seulement qui flotte, dès que vous allez avoir mis votre glaçon, lui, quand il va fondre, il ne bougera pas votre niveau d'eau, en fait. Donc, tout ce qui est justement les grandes plaques sur les continents, le Groenland, l'Antarctique et les gros glaciers continentaux ou alpins, fondent, c'est eux qui augmentent le niveau de la mer. Et en plus, c'est eux qui nous alimentent en eau potable majoritairement. Ça, c'est un autre problème que ça va créer. Il y a beaucoup de... Tu sais, le mélange entre l'eau potable et l'eau non potable qui vont continuer à s'affronter les limites puis se mélanger dans des zones qui sont pas censées se mélanger encore plus. Là. Peut-être aussi là, pour pousser un petit peu plus là, sur les changements climatiques avec l'activité, là, l'équilibre qu'on avait avec les zones anticycliques, cycliques, donc les zones de dépression puis les anticyclones. C'est que c'est vraiment là, un bouleversement de comment ça fonctionne. Et la planète, les êtres vivants sur la planète se sont habitués à une certaine façon de faire. Et quand on les sort de cette façon de faire-là, souvent, c'est là que ça peut devenir problématique, puis on va avoir une perte de la biodiversité. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des organismes qui ne pourront pas y survivre. Que ce soit parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer ou ils ne trouvent plus leur nourriture. Donc, après ça, il y a des conditions qui vont se dégrader et ça peut créer un déséquilibre dans la chaîne alimentaire. Je parlais justement, s'il n'y a plus d'abeilles, on n'a plus de nourriture, on n'a plus rien. Mais s'il n'y a plus d'abeilles, les oiseaux ne pourront plus les manger non plus. Si l'oiseau ne le mange plus, le chasseur de l'oiseau ne mange plus. Souvent, c'est nous après ça qui manque. Donc, ça, je disais que bientôt, on va juste remanger des patates. Oui, bientôt, on va juste manger des patates. Tu sais, quand il y aura plus de diversité... On joue Jenga, puis là, ça devient instable. C'est ça. Puis quand c'est instable, ben, tu perds des choses de ton alimentation. Puis tu l'as dit au début, on est une créature qui aime son luxe. Parce qu'on est une créature d'adaptation. L'adaptation vient avec, si on a des choses, on s'y adapte, on en veut plus pour avoir encore plus de laziness. Moi, je trouve qu'on est très parents ou paresseux de cette façon-là. C'est comme si on peut atteindre un mode de vie où qu'on ferait rien, puis ça serait legit, là, comme ça serait optimal à notre façon de vivre, de rien faire. C'est ça qu'on ferait. Justement, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Alex, j'ai une autre question pour toi, puisque tu aimes ça me poser des questions, fait que je me suis dit qu'il fallait que je me prépare des questions. Selon toi, là, qu'est-ce qui fait que l'être humain peut bouger ou prendre action quand il y a une problématique? Que ce soit n'importe quelle problématique, pas juste environnementale. Qu'est-ce qui fait que l'être humain peut prendre action? Ça doit dépendre, mais globalement, ça va être la survie, je pense. Oui, la survie, la peur de quelque chose. Fait qu'il y a un mur qui t'arrive d'en face, on se tasse parce que je veux pas que le mur arrive dans ma face. Mais présentement, le mur, on le sait qu'il est là. Comme que je dis, depuis le début de l'ère industrielle, on sait que l'utilisation des gaz à effet de serre a des impacts sur la nature. On sait que l'activité humaine a des impacts sur l'environnement. Donc, on se ferme un petit peu les yeux parce que l'être humain a peur d'un changement. Comme tu te dis, on est lazy, on aime ça être assis sur notre cul, puis pas rien faire, puis c'est le fun, puis c'est difficile de sortir de ce changement-là. Et c'est une peur, en fin de compte. Fait que c'est vraiment des habitudes de notre vie qu'on aime, qui fait en sorte qu'on ne veut pas la quitter, fait on a peur de changer ça. Et encore une fois, souvent, il y a des gens qui vont dire c'est les dirigeants qui devraient prendre action, puis moi, je vais changer après. Mais il faut se dire que le dirigeant, c'est aussi un être humain qui a autant peur de changer que tout le monde. Puis en plus, souvent, majoritairement sur la planète présentement, on est démocratique, des sociétés démocratiques, donc la personne doit être réélue. Et si on dit j'enlève ton confort, mais réélis-moi, c'est sûr que son voisin va dire ben moi je te redonne ton confort, élis-moi à la place. Exactement. Donc c'est vraiment je crois que oui, il faut d'une certaine façon forcer le peuple à agir, mais je crois que le peuple doit forcer son dirigeant aussi à prendre des décisions et à agir. Et on l'a quand même vu. Il y a eu des tentatives depuis les années 90, principalement avec le protocole de Kyoto, qui est un protocole qui régit en fin de compte l'émission des gaz à effet de serre et qui veut ramener l'émission des gaz à effet de serre comme qu'on était dans les années 90 en fait, pour ralentir les changements climatiques, ralentir l'émission des gaz, donc ralentir l'augmentation de la température.
Oui, puis c'est ça. C'est une corrélation très simple. Je sais pas si vous avez écouté Inconvenient Truth, une changée qui dérange, Une une pensée qui pensée qui dérange? dérange. Ouais. Moi, une pensée qui est de Al Gore. Euh, le CO2 a une courbe naturelle, augmente et descend tout le temps, mais présentement, il monte et descend en montant. Il Ouais, n'arrête c'est pas. ça. Avant, ça faisait vraiment comme, tu voyais Oui, la une belle loupe comme un courbe, là. cardiogramme, puis maintenant, ça fait genre... Ça monte. Comme un Mais escalier. en même temps de ça, on a la courbe du CO2 qui monte aussi, de la température qui monte, qui suit directement la corrélation avec la courbe du CO2. Donc, on sait que l'émission de CO2 cause un réchauffement climatique, mais on ne prend pas compte. Par contre, de plus en plus, on peut voir autour de nous, même moi, je le vois autour de moi, puis je le vis aussi. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau concept qui vient d'arriver qui est l'éco-anxiété. Avoir peur des dommages qui vont arriver avec les changements climatiques. Parce que je crois qu'on va voir le début des vrais impacts, toi puis moi, Ouais. mais ça va vraiment être mon neveu, ça va vraiment être ma filleule, puis leurs enfants qui vont vraiment subir les impacts des changements climatiques. C'est pas nos parents, c'est Nous, pas... on va vivre la glissade d'eau. Oui, c'est ça, le début de la glissade. On va voir on le voit selon moi les débuts, ils sont pas encore majeurs. C'est sûr que c'est un procédure, tu sais, on parle de 1889, là. C'est 150 ans là, qu'on a fait des changements puis qu'on voit déjà l'impact. Fait que dans 150 ans, si on n'arrête pas, la courbe va avoir quadruplé. C'est fou. On parle de surconsommation. On a parlé de surconsommation. On équivaut, présentement, on utilise une terre et demie de plus que ce que normalement la Terre peut produire. C'est un concept qui est quand même difficile à comprendre. Comment on peut utiliser plus de ressources que ce qu'on a, qu'on va toutes les chercher d'une shot, Au lieu puis de on laisser les se aura plus régénérer. tard. C'est ça, puis on les aura plus tard. On avait dit, le charbon, le pétrole, ça a pris des millénaires avant d'être créé, puis nous autres, on l'a brûlé en un instant. On l'a brûlé En en comme 100 ans, 150 ans de vie. 150 ans. Sur l'histoire de la planète, c'est même pas une seconde. Là. Je sais même pas si c'est une milliseconde. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec tout ce qui peut, toutes les actions qu'on prend. Et une belle exemple de l'éco-anxiété, selon moi, là, c'est une certaine personne, une certaine jeune fille une jeune fille encore, qui s'appelle Greta Thunberg. Moi, elle m'impressionne. Là. C'est quelqu'un qui a volontairement décidé de prendre action pour parler et dire qu'il y a des problèmes et faire peur aux gens. Son but, c'est vraiment de faire peur aux gens pour leur dire faut agir parce qu'ils vont avoir un problème. Voici le problème. Les eaux vont augmenter. Il n'y aura plus de nourriture sur la planète. On ne pourra plus manger de vache bientôt. Ça peut être beaucoup de choses. Mais ça, selon moi, ce qui est bien, c'est qu'individuellement, chaque éco-anxieux peut prendre des actions et peut essayer de changer les gens autour de nous. Moi, j'ai tout le temps dit que c'est par la base qu'on peut faire des vrais changements. C'est pas par en haut. Par en haut vont accepter les changements qui ont été proposés par la base. Mais si la population complète se lève et disent il y a un problème, il faut agir, les dirigeants vont être obligés de le faire. Si 51% de la population veut quelque chose, là, les politiciens vont le vouloir. Ils veulent se faire élire. C'est ça. C'est pour ça aussi que il y a beaucoup de preuves comme quoi des sociétés plus autoritaires, dictatoriales, ont des pensées à long terme sur l'environnement, peuvent faire des plans 80 ans. La Chine, qui présentement est le plus gros producteur industriel et le plus gros producteur de toutes les ressources au monde, il est en train de causer un problème sur la planète, mais a un plan sur 80 ans pour réduire. De toute façon, ils sont en train de tellement créer de smog que leur population ne peut pas respirer. Il y a des problèmes de santé directement reliés à leur surconsommation de charbon. Mais en même temps, ils ont créé Eux autres, les le plus port grands... du masque, c'était normal. Là. Oui, Si ça vous a gossé porter un masque en pandémie, si l'air est plus respirable dehors, c'est votre réalité maintenant. Ils ont créé les plus grands barrages hydroélectriques au monde, qui sont 4 fois plus grands, qui produisent 4 fois plus d'énergie, si je me souviens bien, que nos plus grands barrages hydroélectriques au Québec. Je disais qu'on était des meilleurs. Eux, ils ont le plus gros barrage, c'est 1% de leur production électrique.
par année. Parce qu'il faut encore qu'ils produisent avec des mines au charbon. Il faut encore qu'ils produisent avec du gaz naturel. Mais la Chine fait présentement un grand tournant d'énergie verte. Puis, encore une fois, on parlait d'économie. Ils veulent être les dirigeants en énergie verte. Mais pour produire un panneau solaire, il faut émettre des gaz naturels. Moi, là, je suis sûr que les pays je vais... Ouais, tu peux finir ton idée avec les panneaux solaires. Vas-y. Ce que je veux dire, c'est les pays qui vont être capables de vraiment restructurer leur économie autour de l'écologie renouvelable vers... D'ici, mettons, 2050, là, ils vont prendre possession du marché mondial. Ouais, ça va être ça, le marché mondial. Comme dans le temps, les Américains l'ont avec les chars et les guns. C'est malheureusement plus ça, le marché, les chars et les guns, de moins en moins. C'est ça. Et de toute façon, tranquillement pas vite, les gens ont de plus en plus une consciences vraiment environnementales. Ils vont avoir un panneau solaire sur leur sac à dos quand ils se promènent pour recharger le cellulaire. Donc, tout ça, les gens vont vouloir en acheter un jour. Et c'est pour ça que des pays comme la Chine font du gros développement, même s'ils savent qu'ils polluent. C'est de la pollution verte qu'ils disent. Je n'appelle pas ça de la pollution verte. Une pollution, c'est une pollution. Yeah. Mais, ouais, on s'en va quand même, selon moi, vers un changement rapide et non. Mais tu as des compagnies comme Volkswagen, suite à leur crise du diesel, le Dieselgate, qui ont vraiment fait des changements pour reprendre la valeur de leurs consommateurs. Et en 2030, la moitié de leurs autos vont être électriques, la moitié des autos vont être hybrides. Et 2050, 100% de la production de leurs autos vont être électriques. En plus, ils ne feront pas de chaîne de production, ça va être acheté à la pièce. Donc, il n'y aura pas de surproduction. Chaque auto va être faite pour chaque personne. Qui est souvent une des problématiques. Là, on a un parc d'autos de 100 000 autos qui servent absolument à rien, qui doivent souvent être repris, redétruits pour reconstruire un autre auto. Une aberration. Là. C'est une réutilisation de ressources qui est absurde, selon moi. Mais qui vient avec le concept de capitaliste, c'est on est bien chacun chez soi, on veut chacun notre maison, chacun notre auto, chacun notre ordinateur. Y a-t-il d'autres gouvernements que tu aimerais shout-out, soit pour leur action ou leur inaction? Tu sais, montrer ce qu'ils font négativement ou positivement. J'aime beaucoup, puis j'ai tout le temps été inspiré par tous les pays scandinaves. Par exemple, à Stockholm, en Suède. Oui, Stockholm, en Suède. Ils ont... c'est sûr qu'ils produisent leur énergie avec les déchets, mais au moins, ils récupèrent leurs déchets. Par contre, leur centrale électrique, c'est des centrales qui brûlent tous leurs déchets. Mais ils ont essayé de développer une nouvelle technique pour s'assurer qu'ils mettent moins de CO2 en l'air. Tu as d'autres pays aussi parce qu'encore une fois, l'environnement, c'est pas juste des émissions atmosphériques, c'est aussi une gestion, comme on a dit, de la surconsommation des déchets. Présentement, je ne sais pas si vous saviez, là, il y a 4 à 5 autres continents sur la planète que personne ne connaît, des continents de plastique. Ouais. Au Pacifique, présentement, ils mesurent 3 fois le Texas. Puis le Texas, c'est gigantesque. Regardez sa map monde, là. C'est... mais ça, c'est un autre détail, on peut en parler un autre moment donné. Mais l'important, c'est qu'autour de nous, il y a quand même des gens qui prennent action, même des nations qui prennent action, que ce soit l'Allemagne qui veut développer beaucoup les panneaux solaires parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de ressources de toute façon. Ils n'en ont plus. Ils l'ont tout pris. C'était déjà un petit territoire en plein milieu. C'était pas une place géographique que tu pouvais vider tes ressources rapidement et espérer un renouvellement. Ils l'ont fait. Donc, ils développent d'autres pensées. On parlait même tantôt, le nucléaire. Le nucléaire apporte ses problèmes, mais quand même une énergie propre. Les déchets nucléaires ne le sont pas, mais c'est juste le concept de pouvoir produire d'une façon qui est sécuritaire, si on peut, et qui n'a même pas d'autres problèmes. Mais là aussi, souvent, la problématique, on va causer d'autres problèmes en trouvant une solution. Par exemple, est-ce que vous savez le déchet que ça fait une pile d'auto, une batterie d'auto quand elle va être morte? La gestion de ces matériaux lourds, ces matériaux contaminés-là, va être effroyable dans 50-100 ans. Mais c'est la solution qu'on a, surtout au Québec. 40 à 45% de notre production de gaz à effet de serre est notre transport. Parce qu'on a des grands territoires.
on exploite aussi nos territoires, donc il faut aller chercher nos ressources premières qu'on exploite, et il faut tous se transporter et se déplacer. Puis on habite toutes, la majorité de la population habite à 15 minutes et plus de voitures de leur job. Puis ça, je dis quand il n'y a pas de trafic. Parce que il y a bien du monde, il faut qu'ils passent des intersections majeures, ponts, etc. Puis là, ça, c'est pas 15 minutes, c'est 30, 40, 1 heure et quart. Par idle, rester au nerd, ça dépend du gaz pour rien. Comme moi, ce que j'espère aussi, c'est qu'il y a certaines compagnies qui vont servir du télétravail qu'ils ont implanté pour le laisser là, puis sauver de ce transport-là. Parce que tu l'as dit, c'est une de nos plus grandes sources de problèmes de ce qu'on crée. Si on peut rester la majorité du monde chez nous, ou être plus souvent à la maison, puis moins avoir à se déplacer, ben t'en crées moins. Oui, ça peut, on peut tout le temps trouver des solutions, justement. Ça peut être simple, ça peut être vraiment niaiseux. Tu sais, je disais, j'ai seulement parlé à des gens du concept de déchets et de continent flottant de déchets. Ils ont commencé à ramasser les déchets autour d'eux. Moi, c'est vraiment là ce que j'essaie de faire, c'est de développer pas nécessairement faire peur, mais je crois que de plus en plus, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. C'est faire prendre conscience aux gens que l'action qu'ils prennent a une répercussion. C'est pas vrai qu'elle est inutile. C'est ça, c'est le discours le contraire à l'environnement que j'entends le plus. Ouais, mais moi, si je fais quelque chose, c'est inutile. Non, c'est pas vrai. C'est juste moi. Non, c'est pas vrai, parce que toi, tu vas faire une action. Peut-être ton voisin va voir que tu le fais. Puis après ça, l'autre voisin... On est une créature de collectif. La majorité, on va avoir envie de faire ce que la majorité font. Et les réseaux sociaux, c'est ça. On va pas se mentir. Et peut-être pour comme englober le tout, on parlait de confort, on parlait qu'on aime notre confort. Si on n'agit pas présentement en réduisant un peu notre confort, lorsque le mur va nous frapper, là, ça va être du gros inconfort. Il va nous frapper fort. On vient de vivre 1 an et demi d'inconfort avec une pandémie parce qu'on n'était pas prêt à. Imaginez-vous si on n'est pas prêt à des hausses de 2, 3, 4 degrés qui font en sorte que il y a plus l'eau augmente de 1-2 mètres. Il y a des super beaux sites qu'on peut regarder sur Internet d'augmentation des niveaux de l'eau. Et rapidement, on voit que la majorité des grands centres sont inondés avec 30 cm d'eau. Ça prend pas grand-chose. Non. Tu sais, les belles vues sur le bord de l'eau, là, ça s'inonde vraiment bien. Surtout, tu sais, les belles vues sur le bord de l'eau, là j'embarque d'un autre sujet, là. Souvent, ils vont avoir été coupés, ils n'auront pas d'arbres qui font en sorte qu'ils vont perdre du sol à tous les jours. Tous les années, ils vont perdre des sections de leur terrain. L'eau, elle monte, tu perds du terrain. C'est comme une double... Oui. Puis aussi, on a, avec l'étalement urbain, la construction, tous les milieux humides, les secteurs des anciens marécages qui servaient de zone tampon, justement, lorsqu'il y avait des grandes crues, l'eau se rendait là, ben, c'est rendu des zones habitées, drainées, qui fait en sorte que quand il y a trop d'eau, ça part. Puis ça va arriver. Des pluies comme qu'on a eu à, je crois que c'est à Trois-Rivières, qui a eu 45 cm en 45 minutes, là. Quelque chose comme ça, c'est fou, là. Mais ça va arriver de plus en plus. Ça va être très localisé pour commencer. Ça va être un secteur qui va devenir aride, un secteur qui va avoir de plus en plus de pluie, un secteur qui va devenir très froid, un secteur qui va devenir très chaud, ou encore une semaine au complet qui va faire très chaud, l'autre semaine après, il va faire froid. C'est ce qui va s'en venir. Faut s'habituer aussi, là, va falloir être prêt, parce que même si on arrêterait tout demain, tout le monde en arrête les usines, les effets vont quand même rester. On a quand même émis dans l'atmosphère des quantités de CO2 qui pourraient être presque équivalents à la formation de la Terre. C'est ça. Tu sais, quand tu regardais, moi je m'amusais à regarder le graph dans le temps, je pense que c'était comme en 2009 quand ça a commencé peut-être, ou dans ce coin-là. Puis il y avait des graphes où, tu voyais justement que ça cyclait comme ça, puis que ça montait de plus en plus. Puis là, tu regardais à l'époque des dinosaures, tu sais, où qu'on pouvait pas vivre parce que justement l'air était pas propre à nous, humains. Puis là, t'es comme, hey, il me semble qu'on se rapproche beaucoup plus de la courbe dinosaure du CO2 que la courbe création de l'humain, tu sais. Moi, je n'irai pas pousser dans des chiffres, là, parce que je les ai pas proches de moi, mais les changements qui vont arriver vont rester. Il faut s'habituer, puis pour pas que notre confort soit complètement détruit, parce qu'on l'aime tout, faut prendre chacun des petites actions maintenant.
hier, avant-hier même, parce que oui, on est en retard. Que ce soit aller chez vous, aller travailler en transport en commun, faire du covoiturage. C'est sûr qu'avec la pandémie, c'est complexe présentement. Mais lorsque tout ça va être derrière nous, on peut recommencer le transport en commun, plus de transport en commun, on peut recommencer plus de covoiturage, télétravail, rester chez soi. Est-ce qu'on est obligé de prendre l'auto? Est-ce que je veux vraiment aller en voyage en avion? Moi, je fais quelque chose depuis... c'est mon but, en fait. Là. Je veux essayer d'être, quand je voyage, neutre, carboneutre. Donc, planter des arbres pour me permettre d'aller voyager. Parce que je sais que mon action a un impact, puis je vais essayer de la mitiger au maximum possible. Même si l'avion aurait parti de toute façon voler, même si je n'avais pas été à l'intérieur, ma présence à l'intérieur a un coût. Puis maintenant, je parle un peu d'éco-anxiété, je commence des fois à être un petit peu éco-anxieux, oui. Mais pour ça que je prends action moi-même, puis j'en parle. C'est mon but, d'en parler aux gens. C'est tout ce qu'on demande, hein. C'est pas la grosseur des actions. Non. C'est juste d'essayer de faire quelque chose. Ouais. Comme on disait au début, essayez d'être meilleur jour après jour. Ça n'a pas besoin d'être... On dit pas, là, t'as jamais rien fait, puis là, demain, tu fais du compost à la perfection, tu recyclage à la perfection, puis tout commence une étape à la fois. Tu te rends compte que tu jettes ben trop d'affaires du recyclage dans la poubelle, ben commence par faire du recyclage. Après ça, augmente ton habitude, tu vas te rendre compte que ça demande pas beaucoup de changements à ton quotidien, tu vas être capable de rajouter une petite tâche éco-environnementale à ton quotidien sans que ça l'influence trop. Réduire les sacs qu'on a pour aller à l'épicerie, c'est un truc vraiment simple. Est-ce que vous avez besoin que les tomates soient vraiment mises dans un sac de plastique qui va être mis dans un sac de plastique? Les sacs de plastique dans les sacs de plastique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de suremballer tout? Moi, quand je vois les gens là, avec, par exemple, une barquette de viande hachée, emballée, avec du styrofoam en dessous, plus l'espèce de cossin bizarre qu'ils mettent pour absorber le liquide, mis dans un sac de plastique. Là, ça fait du suremballage. Définitivement. On va arrêter les faut arrêter la surproduction, le suremballage. Surconsommation, puis essayer d'être juste plus balancé dans notre vie. T'sais, on n'est pas obligé de sacrifier le luxe à 100%, mais essayer d'être juste des êtres balancés, puis arrêter de jouer à Genja avec la planète, puis... Parce que là, je vais vous le dire, ça s'écroule. Là. Comme on a perdu la moitié de la tour, c'est comme c'est louche, on le regarde tout bizarrement. Il y a du monde qu'ils ont mis en diagonale en plus. Là, ils ont essayé de patcher, puis ça fonctionne pas. C'est le fait de tous se mettre d'accord. Puis... on va travailler là-dessus. Moi, j'avais terminé les questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour le mot de la fin? Non, je voulais justement finir là, avec si on fait rien, on va perdre notre confort de toute façon. Définitivement. Alors, prenez action tout le monde, puis au plaisir de se revoir sur un prochain podcast. Passe une super belle journée, Alex. Merci, toi aussi.